Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On n'est pas 4 aujourd'hui. On n'est pas 2. On n'est pas 8. Cette introduction, j'ai niqué mon watch time, c'est terminé. S'il te plaît. Première vidéo, on est que tous les 3. Ouais. En mode intimité, on va répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Des questions sur la vie. Il va y avoir du croustillant. Ce que je tiens dans mes mains est incroyable et je vous l'offre. Je l'ai fait moi-même grâce à Weekendoo, le partenaire de cette vidéo, qui a, je vous le dis, le meilleur concept. Fabriquer un objet unique dans l'atelier d'un artisan près de chez toi. Ça va de customiser une paire de sneakers à créer ton vase en poterie ou même ton propre filet de triplette de pétanque, le rêve. Et moi, j'ai choisi, roulement de tambour, le tufting. C'est parti, je vais créer mon propre logo en tapis tufté, choisi de la laine rose, on va le faire en Kirby Vibe. Le principe, tu l'as compris, il est simple, tu pousses la porte d'un atelier, tu rencontres un artisan passionné qui partage son savoir-faire et tu repars avec un objet unique fait par toi. Avec plus de 6000 ateliers et 3500 artisans, il y a forcément une expérience qui te ressemble ou qui ressemble à ce que kiffe un de tes proches parce que c'est une idée de cadeau incroyable. Genre ton pote qui rêve de fabriquer son propre couteau, trop stylé, méfie-toi de lui quand même. C'est aussi une très bonne idée de dating si vous voulez mon avis. Bref, voici, sans plus attendre, mon tapis tufté. Oh, wow! Soyez pas trop dur, c'est mon premier, je suis fier d'avoir réussi. Je l'ai numéroté, signé et je vous l'offre, c'est une pièce unique et historique, ok? Pour le gagner, dis-moi dans les commentaires l'objet que tu rêves de créer, genre une fusée ou un collier de pâtes. Merci Weekendoo, allez checker le site en description. Et si vous kiffez, c'est peut-être le début d'une grande aventure Weekendoo. Je pourrais faire d'autres activités et apprendre à créer tous les objets du monde. Comment ne plus se faire avoir par les gens malveillants? Vous êtes déjà fait avoir par des gens malveillants? J'ai l'impression vraiment d'être tombée surtout en amitié, d'être tombée sur beaucoup de gens malveillants parce que je pense que je dégageais, l'énergie de la personne facile à victimiser. Ouais. On t'a fait des coups de pute? Oui. Vas-y, Beaucoup. raconte. Vas-y, raconte. Ça s'appelle le collège en fait, ce que tu es en train Ouais. de dire. Oui, c'est la définition de Non. l'école en fait. Non, mais en vrai, c'est même pas. Non, c'est même pas coup de pute, mais c'est surtout profiter de ma bonté, de ma gentillesse, du genre amicalement, il y a quelqu'un qui s'est installé chez moi sans forcément mon consentement, genre qui a posé ses bagages et qui s'est dit, bah, elle va me virer, c'est Daisy, elle va jamais me dire de partir. Ah, à ce point-là, ok. Je lui ai jamais dit de partir, mais j'étais en mode. Ah, donc t'avais vraiment un squatter chez toi et qui s'est dit, bien sûr, je vais rester chez elle. Ouais, en plus, c'était mon appart étudiant, tu sais. Tu viens de t'installer, t'as 28 mètres carrés, t'as l'impression que c'est ton château, tu vois. J'étais là en mode, yes, c'est la liberté. Et du coup, ouais, j'avais invité une copine à dormir pour un week-end. Et en fait, le week-end s'est prolongé en 3 semaines. En 1 mois, j'étais là en mode, maman, il y a la copine chez moi, elle peut pas partir. Horrible. Comment je fais? Donc, C'est ta mère qui l'a dégagé? Non. Les flics, tout simplement les flics. J'ai appelé la police. Non, il y a un moment où j'ai dû forcément dire quelque chose, tu vois. Moi, j'ai du mal, tu sais, j'ai le pardon rapide, je suis pas rancunière. Donc, en fait, même quand les gens me font des crasses ou alors qui ont des actions qui sont pas forcément saines ou gentilles, je vais vite oublier ou je vais vite leur trouver des excuses et me dire ouais, mais c'est parce que son passé et ça, et dans ce moment-là, elle se sentait pas bien et voilà et tout. Donc, je leur trouve des excuses. Sur le coup, je suis énervée, puis après, du coup, je les laisse revenir. Moi, je pense qu'on peut pas se protéger des personnes malveillantes. La technique de, du coup, se dire je me protège de tout, ça te fait passer à côté de tous les trucs de la vie. Donc, j'ai l'impression que les gens malveillants, t'es obligé, dans une certaine mesure, de les accepter dans ta vie parce que c'est ce qui te permet de t'ouvrir aussi à tous les trucs cool qui vont t'arriver dans la vie. Je pense que dans la vie, soit t'as le principe et le concept de la coquille, donc de la carapace, tu vois, où en gros, c'est hyper dur à l'extérieur, c'est impossible de rentrer, mais par contre, une fois que t'es rentré un petit peu, tout est mou à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, tu laisses personne rentrer dans ta vie, mais par contre, si quelqu'un rentre dans ta vie un tout petit peu, il a un pouvoir sur toi qui est énorme parce qu'en fait, c'est mou à l'intérieur. Oui. Mais par contre, il y a très très peu de gens qui peuvent rentrer parce que la carapace, elle est trop dure. Moi, je pense qu'il faut avoir plutôt un squelette à la Wolverine un peu. Faut plutôt avoir un squelette très très solide où en gros, tous les gens qui vont te faire des crasses, tous les gens qui vont être malveillants, tout ce qui va t'arriver, ça peut toucher que ta chair, mais jamais ton squelette. Donc, en gros, ta base de vie, elle est tellement saine et t'es tellement solide sur ta base que les personnes malveillantes, bah en fait, tu vas en avoir dans le lot. Tu vas rester ouvert, donc en fait, il y a quand même plein de gens qui vont être hyper bienveillants, tu vas en faire des rencontres exceptionnelles et tout. Oui. Mais dans le lot, les personnes malveillantes ne vont jamais te détruire entièrement. Ouais. Ça, après, c'est la théorie.
Dans la pratique, évidemment, c'est un peu funambule. Ouais. Mais moi, par exemple, c'est pour ça que je me suis créé un cercle d'amis et ma famille, etc., très, très proche, très, très sain, Oui, où je solide. sais qu'en fait, ma base, elle est là. Et après, tous les gens qui peuvent graviter autour vont pas avoir un impact énorme sur ma vie, sur Ouais. mes comportements, Non, sur non, mon c'est moral et tout, quoi. Oui, et j'imagine que ton histoire de squelette, c'est pas comment ne pas se faire avoir, mais c'est peut-être plus bien se connaître clair. pour Mhm. bien identifier tes limites. Et j'imagine qu'en t'alignant le plus avec toi-même, tu seras moins en prise avec Ouais. voilà, des... J'arrive pas à mettre un mot sur ce geste. Une anguille. Mais tu vas, ouais, enfin non, mais tu vas des endroits salade. où tu pourrais souffrir. Après, je pense que plus t'en croises dans ta vie, plus tu sais les détecter. Ouais. Et moi, j'ai appris à écouter un peu mon instinct et un truc dans mon bide. Je pense à un truc récemment, j'ai eu un rendez-vous pour un truc pro et bref, c'était la première fois que je rencontrais du coup ces personnes. Et en fait, dès le premier rendez-vous qu'on a eu, j'ai eu une sorte de feeling en sortant où j'étais pas bien, tu vois. Sur papier, le truc était trop cool, le rendez-vous s'est bien passé. Et moi, je suis sortie, j'avais une boule au ventre et à dire, ok, là, je sens qu'il y a un truc et peut-être suivre son instinct. Ouais, des fois, on rationalise trop les Mm-mm. trucs. En se disant, Ouais. bah, ça, rationnellement, je pense qu'il y a rien qui me dit que c'est une mauvaise personne. Mais au plus Mm. profond de toi, tu te dis, putain, j'ai quand même un malaise avec Ouais, cette oui, tu sens, personne. il y a un truc. je vais me Des faire avoir, petits- Ouais. Mais après, il y a des signes aussi, bien sûr, qu'on peut apprendre à reconnaître. Ouais. Les cols en V. Les t-shirts à message. Les sagittaires. Ouais, j'avoue. Non, pas Les ça. Sagittaires. Mais non, Ah quand il y a ouais marqué, Toi, tu parles de attachante. c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais non, ce petit logo dans du tout, là, rien moins de ça. Voilà. Qui serait votre colocataire idéal? Vous avez déjà été en coloc? Non. Ah si, ouais, une fois. Ah, ça pas. Une fois. Sachant que C'était pas très marquant. celle qui est pas partie, c'est pas une coloc. Ah oui. C'est un parasite, il faut attention à le... Consentante, coloc consentante. Si, j'ai déjà été en coloc, ouais. Ouais, une fois. C'était fun, mais qui serait mon coloc idéal? Louis, peut-être, finalement. Ah, ouais. Toi. Oh, Oui. waouh. C'est ma belle. Moi, j'étais en coloc avec 2 potes d'enfance avec qui je m'entends encore très très bien aujourd'hui. Ils sont déjà venus sur la chaîne. J'ai fait un tartine de vie avec mes amis d'enfance et je crois qu'on avait un peu parlé de la coloc qui s'était un peu transformée en fiasco en l'espace d'1 an. Tu te rends compte que des fois, tu peux habiter avec des gens que tu connais très bien et ça veut pas dire que tu peux. Oui, oui. Enfin, tu peux t'entendre très bien avec des gens et ça veut pas dire que c'est des gens avec qui tu peux habiter. Mm. Et je sais pas, je crois que je suis pas du tout fait pour la vie en communauté. Moi, Ouais, en fait, je same. crois que quand j'arrive chez moi, j'ai envie que ce soit mon havre de paix, là où j'ai plus besoin de faire d'efforts social. Ouais. Je dis ça, j'habite avec ma copine, mon Oui. enfant et tout, mais je trouve que c'est différent. Bien sûr. Les seules personnes avec qui j'ai toujours réussi à habiter, c'est toujours en couple. Ouais. Moi, je pense que je suis pareil que toi. Enfin, j'ai essayé une fois et comme tu disais, t'as beau adorer la personne, ça a beau être ta meilleure pote, vous êtes comme ça, en fait, au bout d'un moment, t'as des trucs. Et c'est dommage, même ça vient à gâcher presque l'amitié. Ouais. Parce que du coup, tu te rends compte de trucs qui t'irritent au quotidien, que t'as pas quand tu vois juste une amie comme ça, ou voilà. Bon, nous, on a carrément eu une pause après notre coloc, une pause amicale qui a été assez longue parce que, bah, justement, enfin, la coloc, c'était juste pas fait pour nous, quoi. Au bout d'un moment, on n'en pouvait plus de se voir alors qu'on s'adore. J'ai vraiment besoin d'être en mode off et juste d'être dans mon truc et de pas avoir à penser à l'autre personne et son confort et tout, quoi. Le coloc idéal, c'est celui déjà qui respecte l'espace sacré de ta chambre. Ouais. Ah oui, Juste Ah, que ouais, vraiment, Oui. c'est la no-go zone absolue. Ouais. Sans avoir montré le passeport, le pass d'entrée, tout est validé par la préfecture, tu peux y aller. Ça, j'imagine que c'est la base. Ouais. Après, on généralise pas parce qu'il y a souvent des gens, quand ils font coloc, ils ont le projet de faire Friends. Donc c'est Oui. une grande famille, Ouais. tout le monde s'entend bien, on se marie. Moi, je dirais que le coloc idéal, c'est un chat. Et même humainement. Ouais. Quelqu'un qui se comporte comme un chat, Ouais. c'est-à-dire il est autonome, Mhm. il est propre, il fait son caca là où il faut faire caca. Et après, parfois il est là, parfois il est pas là, il vient de faire des grêles tout de temps en temps. Et voilà, donc, un chat. Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez les gens? Il y a trop de trucs. Alors moi, plus je vieillis, bizarrement, plus je supporte plein de comportements chez les gens. J'avais des idées plus arrêtées sur les gens au début de ma vingtaine qu'au début de ma trentaine là. Mais je crois que ce que je supporte pas chez les gens, je m'en bats un peu plus les couilles maintenant, mais en étant sur Internet, j'ai l'impression que c'est un truc auquel j'ai fait encore plus face. C'est la typologie des personnes qui commentent ce que font les autres négativement plutôt que eux-mêmes de faire des trucs. Et ça, je trouve que cette dynamique-là, je sais pas, je la comprends pas. En fait, je me dis, l'effort est mis
de telle manière de constamment commenter ce que font les autres, de critiquer, etc. Et je me dis, waouh, imagine tout ça, qui en plus est en train de te détruire parce que tu es dans la négativité tout le temps. Tout ça, mets-le au service de faire des propres projets. Et je pense que le fond du problème, c'est ça fait peur de faire des projets parce que du coup, t'es mis face à des gens qui vont eux-mêmes te critiquer et tout. Donc ça, j'avoue que c'est un comportement où je me dis, mais putain, si je passais ma vie à commenter des trucs ou à faire des vidéos même sur d'autres gens pour les critiquer et tout, bah, je pense que j'aurais un petit moment de bilan de vie où je me dirais, ah ouais, qu'est-ce que j'ai vraiment accompli dans ma vie, quoi. Je pense pas à un truc qui m'irrite au point de venir, tu vois, entacher ma petite paix intérieure. Enfin, j'ai pas de... Parce que je m'entoure pas de gens qui m'énervent. Ou alors, tu vois, les réseaux... je suis pas non plus dans des settings où je vois beaucoup de gens, moi. Moi, il y a des trucs qui me rendent fou. C'est les gens qui se lèvent alors que les portes de l'avion sont pas encore ouvertes. Ah, on est d'accord. Vous allez où? Oui, exact. Ils sont debout et ils ont la tête comme ça parce qu'il y a le porte-bagages à côté et ils attendent. Et j'ai envie de leur dire, mais les gars. Mais ça, pendant longtemps, ça me rendait fou. Maintenant, je prends plus trop l'avion, donc je le vois plus. Un truc qui me rend fou dernièrement, c'est la cruauté sur les animaux. Alors, je dis pas que c'est plus grave que la cruauté chez les humains. Bien sûr que non, pas du tout. Mais quand je vois un humain s'attaquer à un animal, je me dis, humainement, on a perdu ce soldat. C'est-à-dire que quand on arrive à ce tel degré de déséquilibre, de lâcheté et de cruauté, ça m'énerve, au-delà de la souffrance animale, bien sûr, de me dire c'est horrible que la société ait pu laisser un individu s'égarer aussi loin sur le spectre de ce qui est tolérable. Et vraiment, ça me retourne. Et parfois, l'algo Insta me sort une vidéo atroce d'un animal qu'on maltraite. Et je suis vraiment... je me dis, mais quel est le cheminement et à quel moment est-ce qu'on a perdu cette personne pour qu'elle en arrive là? Putain, j'ai pas eu tout ça dans mon algo. Ouais, moi non plus. Parce que comme du coup, je commente bah ouais, du coup, pour signaler, il se dit ah bah. Bah, l'algo fait rare. En fait, c'est ça aussi, je comprends pas sur les gens qui commentent des trucs négativement sur les réseaux, c'est qu'ils ont pas compris que l'algo fait pas la différence entre un truc que t'aimes bien ou pas. Il se dit juste, ah, il a regardé. Il a passé du temps à regarder et il y a une interaction, donc il doit aimer. Non, mais donc, en fait, les gens ils se tapent, tu sais, des mecs de droite qui se tapent que des mecs de gauche qui font mais regardez ils sont partout, et des mecs de gauche qui voient des mecs de droite qui font mais regardez ils sont partout. Mais en fait, plus vous faites ça, plus vous avez l'impression qu'ils sont partout parce que vous voyez ces contenus-là. C'est comme moi, j'ai hyper peur de l'avion et évidemment, genre quand je vois un truc de crash d'avion, bah, je clique dessus parce que je me dis c'est vraiment ma hantise et en fait après j'ai que ça. Bah oui. Quel film ou série aimez-vous secrètement? J'assume à peu près tout, je crois. Ouais, moi aussi, en vrai. Moi, j'adore les petites séries bien cheesy sur Netflix, en mode de Summer I Turned Pretty. Je sais pas s'il y a un nom, je les regarde en anglais. Des petits trucs romantiques pour les meufs de 16 ans, 15 ans, là. J'adore. Moi, c'est vraiment série années 2000, mais je pense que je dois avoir un truc un peu nostalgique. Est-ce que vous avez connu Le Loup-garou du campus? Non. C'est pas un porno, ça? Alors, il y a la version en porno. Moi, j'ai vu ça. En gros, c'est des adolescents qui sont dans un lycée américain et il y en a un en fait qui se transforme en loup-garou. C'est pas Teen Wolf. C'est pas Teen Wolf, mais Teen Wolf, ça ressemble dans le Teen Wolf, c'est l'évolution des années après, ouais, exactement. Ok, moi, c'est pareil, j'assume en fait, y a pas de souci. C'est une série de films de Ron Howard avec Tom Hanks qui sont adaptés des livres de Dan Brown. Donc ça a commencé avec le Da Vinci Code, et après il y a eu Angers Démon et des choses comme ça. Et donc c'est que des films où vraiment ils prennent l'histoire de l'art, l'histoire des symboles, ils te font une espèce de package un peu hop là les Illuminati, et c'est que des films catastrophes à enquête où ça se passe à Rome avec des violons, de la musique, t'as Tom Hanks qui doit toujours absolument déjouer le complot mondial qui va tuer l'humanité. Ah, je sais pas, c'est un truc un peu, c'est pas du très grand cinéma je pense, mais c'est bien foutu, enfin la réalisation elle est ok, mais voilà, tu sais que tu vas regarder Mona Lisa au Louvre et tu fais mais c'est sûr, il y a un code en fait, bien sûr. Et donc ils essaient de prendre des choses de l'imagerie de l'histoire de l'art très connue et ils te font mais en fait tu retournes le caillou, tu regardes qu'il y a 666 dans sa frange et tu es genre bien sûr. Et voilà. Et moi du coup pour finir, moi j'aime trop, c'est quand je me lève tôt le matin, il y a Petit secret entre voisins. Est-ce que c'est un peu les séries mal très, très grave, ça. C'est horrible, c'est le comble, c'est le pire que tu puisses regarder. Mais c'est fictionné ça. Bah ouais, enfin c'est genre des gens qui font du théâtre, je pense pas vraiment des acteurs, tu vois, c'est des gens, c'est du faux docu, c'est des randoms. Non, en fait, c'est genre des petites histoires. J'ai honte de la partie du coup. C'est des petites histoires, tu sais. Ma femme me trompe avec mon meilleur ami. Ouais, voilà. Oui. En fait, ça fait faussement reconstitution. Oui, voilà, c'est ça, fausse reconstitution d'un truc vrai et qui est vraiment pas. Et d'ailleurs, les pauvres, je pense qu'il y en a plein qui peut-être jouent bien, mais à mon avis, doivent faire une prise. Ils n'ont pas le temps de faire plus. À ce propos, je vais la outer, mais pour faire un compliment derrière. Camille Cotin a joué dans ça. Ah. Et ben même dans ça, elle joue pas si mal.
Donc c'est là où tu vois que c'est une grande actrice. Ok. Ok. C'est que même dans ce format, Elle a tu te réussi. dis, ok, elle galère, le texte, c'est ce qu'il est, Ouais. mais pas pire. Ok. Ah ouais. Et Ok. quand tu la vois, tu te dis, oh putain, et en fait, tu regardes, tu te Mais dis, en début Ouais. de carrière? Oui. Oui, Mm. ok. Elle est pas arrivée en Camille Cotin, Non. quoi. Non, on non. est pas- Ok. Qui d'entre vous a le plus de SMS non lus? Je pense que je gagne pas les SMS, mais j'ai 1000 appels en absence. Parce Pas que mal. je suis en mode avion depuis 11 ans à peu près. La dernière fois, je crois que j'avais fait un screen, j'étais à 71 ou 80. Un truc comme ça, non lu. En fait, je me bloque une fois qu'il y a trop de messages qui se sont accumulés. Genre, j'ai un truc, c'est psychologique, genre, il faut... Check le téléphone. Et des fois, en amitié, ça me met mal parce que tu sais, il y a des amis qui comprennent pas et qui ont besoin que tu leur répondes et qui du coup le prennent mal. Mais moi, vraiment, quand tu m'envoies, même si je t'adore, hein, quand tu m'envoies un message, je peux mettre une semaine à te répondre. C'est pas méchant, c'est juste que il y a ce truc où je sais pas. Ouais. Ça Moi, je pars du m'angoisse. principe que si je réponds pas maintenant, Mhm. je risque de jamais répondre. Du coup, tu réponds. Donc, je me dis, la plupart du temps, hein, et ça arrive que là, je viens de regarder, j'ai 350 SMS non lus. Mais il y a aussi ce truc-là, il y a aussi la sursollicitation où à un moment, ton cerveau, il peut pas, tu vois, tu peux accumuler tout ce que tu veux, à un moment, tu peux pas, quoi. Ouais. Donc, faut hiérarchiser aussi les messages, etc. Mais toi, t'es pas stressé de ton téléphone, il lâche T'avais des problèmes de téléphone? Ouais, c'est bon, il est mort là, je fais du kayak. Mm. Terminé. Non, mais vraiment, ton téléphone est mort? Et ouais, j'ai explosé mon téléphone. Il est pas Ah. tombé dans l'eau, il était dans le bidon hermétique du pique-nique. Ouais. Et la bouteille d'eau du pique-nique s'est ouverte Ah non, dans le bidon. ça c'est. Voilà. Donc Ça, c'est il carré. a trempé dans du jus de sandwich pendant une demi-heure. Déjà, j'ai sorti de là, j'étais genre, bah, voilà. Non. Ah oui. Ah, mais ça va, c'est pas une habitude que t'aies un téléphone que tu sois pas Non, trop c'est juste joignable que et tout. pendant très très longtemps, la batterie de mon ancien, je sais plus quand, était très faible, donc je me mettais en mode avion pour l'économiser. Mm. Et j'ai gardé le réflexe de, dès que j'ai terminé de l'utiliser, je suis en mode avion. Ok. Très peu joignable. Quel est votre rapport à l'alcool? Bon, bah, moi, je suis normand. Je tiens à le rappeler, avant toute chose. C'est marrant parce que d'ailleurs, cette phrase marche avec, je pense, toutes les régions de France. Alors, je me suis calmé au moment où ma copine était enceinte, où franchement, j'ai pratiquement arrêté de boire de l'alcool, mais même j'ai arrêté de boire de l'alcool en fait. Au début, en soutien pour pas. Tu sais, je me voyais mal boire devant elle et tout. Mais en fait, ça me manquait pas. Et j'ai rebu un peu d'alcool après, mais là, j'avais aussi un truc à la naissance de mon fils de me dire il faut que à tout moment, je sois prêt. Genre, s'il se passe un truc, je peux pas être alcoolisé, quoi. Je peux pas être bourré, il faut vraiment que n'importe quand on m'appelle ou un truc, il se passe quelque chose, j'ai tous mes moyens. Je suis tu vois. là, je suis lucide. Oh, le bébé est tout bleu, Ouais. Qu'est-ce que tu as Franchement, c'est un peu marrant. Et comme en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal à me remettre des lendemains de cuite. Je sais que j'ai des potes, hein, ils boivent et ils s'en foutent. Le lendemain matin, ils sont avec leur fils, ils sont au top et tout. Moi, je sais que je mets trop de temps à m'en remettre, donc je bois plus trop. Et honnêtement, je me rends compte que pratiquement toutes les conneries que j'ai faites dans ma vie, l'alcool était quand même bien présent dans ces anecdotes. Donc, je suis assez content d'avoir ralenti, quoi. Moi, j'ai bu très tard dans ma vie. Ok. Parce que je suis hémétophobe. Du coup, bah, voilà, phobie de vomir. Et quand mes potes ils commençaient à boire, genre la première soirée, tu vois, pour me sentir dans le truc, et parce que j'avais honte, je prenais les verres, j'allais aux toilettes, je jetais le verre dans les toilettes Ah ouais. et je faisais genre d'être bourrée parce que je voulais me sentir dedans, tu vois. L'actrice. Ouais, vraiment, mais non, mais bref. Et du coup, ça a continué comme ça. Et après, bon, évidemment, j'ai arrêté de faire ça, hein, arrivé à un certain âge. Et du coup, je buvais simplement pas quand j'allais en soirée. Et j'ai commencé à vraiment boire des petits verres en soirée, là, à 22, 23 ans. Et je crois que je me suis jamais tapé une vraie cuite. Et maintenant, par contre, j'ai ce truc où j'ai découvert qu'avec l'alcool, je suis un peu plus... où j'arrive plus à m'ouvrir parce que je suis un peu... Bien sûr. En soirée et tout, ça pas trop mon élément. Genre, je suis un peu dans mon coin et j'ose pas trop me... Voilà. Qui peut être le piège de l'alcool, d'ailleurs. Ouais. Tu vois que c'est un peu plus dévergondé, donc Et tu ben dis, voilà. bon, bah, je crois que j'ai besoin d'un verre d'alcool à chaque Ouais, fois. et ben maintenant, du coup, je suis un peu dans ce truc et ça m'énerve parce que là, j'ai eu mes vacances, j'ai fait plein de petits voyages et tout. Et à chaque fois qu'on faisait des soirées, mon seul moyen de me lâcher un petit peu et tout, c'était tout le temps de boire. Et sauf que le lendemain, mes 30 ans à m'en remettre, horrible. Et puis ça s'enchaîne. Donc là, j'essaie maintenant, je fais un exercice, j'essaie de faire des soirées et justement de pas boire du tout. Mais je me rends compte que même quand t'es la seule personne sobre du groupe, genre parfois c'est compliqué, tu vois. T'es juste en mode, t'es pas dans le truc. Ouais. T'es pas dans le truc. J'habitais un an en Belgique, donc j'ai quand même, j'avais une grosse consommation évidemment là-bas. De bière. De bière. Je me suis un peu calmé dernièrement. J'ai essayé de réduire l'alcool au vraiment moment festif. Donc, Ouais. quand j'avais envie de lâcher prise, d'être plus... pas Ouais. dévergondé, le mot est un peu fort, mais il y a un autre mot, je sais plus lequel. Désinhibé. Désinhibé, exactement. Mhm. Et donc le fait de réduire la consommation fait que je deviens bourré plus vite. Donc c'est beaucoup plus rentable, parce qu'en 2 bières, c'est plié maintenant. Donc
point positif pour mes finances. Et voilà, et donc juste de réduire ça au vraiment moment festif. C'est-à-dire que la bière du lundi soir à 18h, elle n'est pas vitale. Ouais. Ça peut être un Perrier. C'est un after work lundi. Oui, mais il y en aura mardi, mercredi. En fait, le problème, c'est ça ouais. aussi, c'est que moi, au début, je me disais, festif, et quand je suis arrivé à Paris, c'était avant Covid en plus, donc c'était tous les soirs, il y avait une soirée, quoi. Donc, en fait, les moments festifs, je me disais, putain, mais ça, en fait, oui, je devenais alcoolique, quoi. Je voyais le moment où il n'y avait pas un jour où je vais pas. Après, j'ai jamais ressenti trop le manque de l'alcool. Ouais. Il n'y a jamais un moment, une journée où je me suis dit, tiens, un petit truc d'alcool. Non, moi non plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, plus tu t'avances un peu dans la vingtaine, moins t'as la pression et plus les gens peuvent entendre que t'as pas envie de te la coller spécialement parce qu'en fait, il est mercredi et que demain, il y a travail, il y a école ou j'en sais rien. Maintenant, j'ai mis en place un stratagème. Quand tu commences à boire et que c'est vraiment ces soirées, ça monte, le verre de trop doit être identifié avant d'être pris. Et le verre de trop, c'est celui où tu dis non, je vais pas le prendre et que ton pote te fait mais allez. Voilà, celui-là, celui qui fait allez. Ouais. Ça, Non, c'est celui-là. blague. C'est ce maître de shooter qui va te mettre dedans. Ok. Et j'ai appris, parce que l'alcool arrive avec un décalage, une fois que tu as fini le verre, ça monte. T'attends, tu fais des pauses, tu regardes doucement. Et surtout, quand quelqu'un dit mais c'est bon. Ouais, tu ne l'écoutes Celui-là, pas. c'est il faut arriver, justement, pour éviter le vomi, tu passes, et après tu redescends. Merci de cette leçon. Mais j'ai l'impression que chacun a sans doute sa langue interne à son groupe d'amis. Peut-être que pour d'autres, le verre de trop, c'est celui où on dit je te l'offre. Peut-être que c'est celui-là. Je sais pas, mais trouver. Et certains, tes le repères. fameux verre de trop proposé, le mais allez, c'est dans sa propre tête. Ouais. Ça Des marche. fois, il faut arriver aussi. Il faut s'entendre. Je crois que la meilleure technique, même en plus pour les gueules de bois, mais ça, j'ai jamais réussi à l'organiser, c'est normalement d'alterner un verre d'alcool et un verre d'eau. C'est vrai. Et en plus, ça t'aide Moi, à c'est ce que je voir fais, comment ça monte. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Parce Mais que j'arrive justement, pas. je panique trop. Mais tu passes pas ta soirée aux toilettes, du coup? Bah, si. Ouais. Si, évidemment. Mais Il vaut mieux passer sa soirée aux toilettes à pisser que l'inverse. Si vraiment je devais m'écouter, c'est pas trop mon kiff de boire de l'alcool. Ouais. C'est pas trop mon kiff et j'avoue que je le fais encore parce que j'ai envie de me sentir quand tous mes potes boivent et j'ai envie de faire partie du truc. J'ai envie de me laisser un petit peu aller, d'être un peu plus détendue. Mais en vrai de vrai, je pourrais m'en passer. Ouais. Vraiment. C'est pas un truc je suis pas là en mode vite le week-end que je puisse aller me bourrer la gueule avec mes potes, quoi. Quel est votre dernier achat inutile? Oh. Je suis tombé dans la spirale des cartes Magic Seigneur des Anneaux. Vous voyez les cartes Magic? Oui. Et ils ont racheté des franchises. Donc ils font Fallout, il y a Donjon Dragon, etc. Et ils ont une franchise Seigneur des Anneaux. Et moi, je suis tombé un peu dans ce truc de collection. Donc j'ai mon classeur avec mon anneau unique. J'ai Sauron, j'ai Frodon, j'ai les différents Gandalf, les Saruman, etc. Et évidemment, j'ai envie d'avoir des cartes rares. Et donc, au bout d'un moment, tu es obligé d'ouvrir pas mal de boosters. Donc là, j'ai acheté plusieurs displays qui sont du coup les boîtes que vous pouvez voir dans les magasins, quoi. Donc, le présentoir, quoi. Et dedans, tu as 30 boosters à l'intérieur. Et ça, j'avoue que une fois que je les ai ouverts, il y a une espèce de boulimie, tu sais, où je me dis, c'était peut-être pas utile. Ouais. Et en même temps, après, je suis content d'avoir mes cartes. Et il y a une mini-voix en moi où je me dis, c'est quand même une franchise connue. Ça va rester pendant un moment, Seigneur des Anneaux. Magic, c'est une valeur sûre. J'ai réussi à avoir des cartes très rares. Peut-être que je paierai des études à mon fils. Je pense que je me rassure. Quand je vois les displays Pokémon à 50 000 balles aujourd'hui, je me dis... Peut-être que ce Gandalf sera son ticket d'entrée. Ouais. Exactement. La plus rare, c'est l'anneau unique. Et j'en ai 4. Oh là là. Le gamin, il va avoir une vie, mon pote. Ouais, il est pas prêt. C'est vrai. Après, peut-être que l'argent de l'achat des displays, j'aurais pu le placer. Et peut-être que j'aurais... T'embête pas. Je suis pas acheteuse compulsive, mais quand j'ai un moment où je vais pas bien, j'avoue, j'ai tendance à aller remplir le petit, tu vois, genre, j'ai ce besoin de me satisfaire et de me dire, j'ai acheté ça, je rentre chez moi. La définition de l'achat compulsif, excuse-moi. Ouais, peut-être. Non, mais tu vois, je fais attention, tu vois, c'est pas en mode... Moi, j'ai trouvé une technique là-dessus parce que je suis beaucoup comme ça. Quand je vais mal, j'ai tendance à me dire, il faut sûrement que je consomme, je vais être plus heureux comme ça. Non, je vais juste avoir moins d'argent et du coup être plus triste. C'est que je me remplis des paniers et je laisse quand même passer du temps et je retourne sur le panier quelques heures après et je me rends compte de tout ce que j'ai plus trop envie d'acheter. Et qu'il y avait juste un truc de ça à moi. Et j'enlève ces trucs-là et voilà. Et la plupart du temps, même, je vide des paniers entiers. Après, des trucs inutiles, moi, c'est surtout pour mes animaux parce que je suis complètement tarée de mes animaux. Jamais inutile pour les animaux. L'arbre achat à 12 000 balles. Bien sûr. Non, mais vraiment, des trucs. C'est dans ma tête, tu vois, je fais des anniversaires à mon chien, je lui achète des gâteaux avec son nom dessus. Et vraiment, tu vois, je le traite comme mon gosse. Et je me dis, il va trop kiffer. Je lui ai acheté une doudoune
un truc, enfin, genre, j'investis plus dans mon chien que dans ma personne. Et c'est des trucs, pour le coup, qui sont inutiles parce qu'il en a rien à faire. Et je le sais. Je suis persuadée qu'il est fan de Spider-Man. Est-ce qu'il est fan de Spider-Man ? Je crois pas, mais du coup, dès qu'il y a un truc de chien avec le thème Spider-Man, je dois l'acheter. Genre, vraiment, sac à dos pour chien Spider-Man, je l'ai. Ah ouais. Et tu mets quoi dedans? Ces affaires d'école. C'est friandises, tu vois, ces petits sacs à crottes, tout ça, quoi. Ah ouais. Je suis persuadée qu'il adore. Quand tu vas avoir un enfant. Ça va être très grave. Ah Je ouais. pense que vraiment, ça va être très grave. Moi, j'aime bien l'idée que le chien porte lui-même son sac à crottes. Il n'y a pas de raison que. c'est Je veux dire, c'est ton caca, ton problème. Je trouve pas ça déconnant. Mais c'est bien que ce soit pour les autres, tes achats. Oui. Enfin, c'est un peu pour toi Ouais, en vrai. Mais... Oui, c'est beaucoup pour moi finalement. Ouais, mais ouais. Je dirais que mon dernier truc, je suis rentré chez Aesop. C'est les marques de produits pour la peau. Ouais. Produits pour la peau onéreux. D'accord. Ok. Donc je rentre et en fait la magie du gars fait oula, j'ai une zone un peu grasse ici, machin, je sais pas quoi. Il me montre une crème au Oui, pépin oui. de rose de l'Himalaya. Mhm. Moi, je suis genre 60 €, c'est donné, bien sûr, pour un teint de pêche. Oui. J'achète la crème, que je rentre chez moi, je la pose à côté de mes 5 autres pots de crème hydratante déjà là, mais d'autres marques qui Fermé. marchent sans doute moins bien. Et voilà, mais en fait, je me suis dit, mais t'es vraiment une merde Mhm. d'avoir dépensé autant pour un produit que j'ai déjà. Moi, je suis de la team skincare et il y a toujours, tu vois, des différences. J'ai 50 crèmes solaires, mais tu vois, j'ai toujours Ouais. besoin d'une nouvelle. Mais ça, tu l'as acheté parce que. Je sais pas pourquoi, Ben. Skincare incroyable, ou c'est parce que t'as pas osé dire non au gars? C'est Oh un, là là. c'est un mélange de plein de facteurs, tous mauvais. J'ai cet engagement avec les vendeurs. À partir du moment, j'ai dit bonjour, j'ai posé mes questions, j'ai essayé un truc, ça va être dur de lui dire non. Je te j'aurais jure. peur de lui briser le cœur. Et en plus, chez Aesop, ils te testent les crèmes sur les mains. Ouais. C'est un gars que je ne connais pas qui me fait alors on va les essayer sur votre main comme ça. Ah, donc Il te regarde. t'as partagé Mais- un moment. Oui. Mais bien sûr, mais Ouais. c'est hyper intime. Non, mais Le oui. gars, et après il te dit Oui. santé, Bon. t'es genre oui, ça sent très bon. Mhm. Mm. Bon, bah je vais la prendre du coup. Maintenant qu'on est quasiment fiancés, je pense que je dois bien ça. Je pense que c'est sûr, c'est fait exprès. À partir du moment où t'as un contact physique, Mais, tu, Ouais. mais je pense que Non, t'es mais oui. engagé dans un truc. Mais c'est sûrement des techniques. Moi, quand je vais chez Sephora, je suis la m'ont victime eu. parfaite. Mais c'est horrible parce que vraiment, je pars avec des trucs que je ne voulais pas du tout, quoi, de base. Quelle erreur vous a le plus appris dernièrement? Moi, ça va être un truc Ah ouais, de travail. J'ai fait une interview de William Lebgill, qui joue Slimane dans Soda, que j'ai adoré. Vraiment, le truc était trop intéressant. On joue à Pic Pirate. La blague, c'est que on joue à Pic Pirate, le truc marche pas. Et après, j'ai dit, ah, vas-y, on passe à un autre jeu parce que ça saoule. Et en fait, j'ai une autre version de Pic Pirate. Une fois qu'on a gagné, je lui sors une autre version et c'est le truc infini parce qu'il doit y avoir au moins 30 versions de Pic Pirate, tu vois. On fait ce truc-là. Et en même temps, on a des discussions deep. Et en fait, j'étais vraiment fier de cette vidéo. Et elle a floppé sur YouTube. Au point où je me suis dit, ah, je crois que l'algo va me détruire. Et même, j'avais un peu honte, tu vois, des stats que j'ai fait là, parce que c'est des stats que j'avais jamais fait depuis très longtemps. Donc, j'ai passé la vidéo en non répertorié. Et j'avais fait une pause, et après, je suis revenu. Et après, j'ai sorti d'autres vidéos qui ont très, très bien marché. Et je me suis dit, bon, bah, ok, c'est trop dommage quand même de rien faire de cette vidéo. Donc, j'ai fait une version plus courte, Ouais. de moitié, je crois, que j'ai postée sur TikTok, qui a fait 1,6 million de vues Ouais. et 150 000 likes. Donc, c'est pas juste des vues. Tu sais, des fois, les vues TikTok, Ouais. tu sais pas. Oui, oui. C'est pas ça a été pushé à des gens, c'est ça a Oui. été pushé. Les gens ont adoré. Il y a, Ouais. je sais pas, des centaines et centaines de Ouais. commentaires. Et en fait, je me suis dit, c'est fou parce que j'ai essayé de l'ouvrir un peu à plein d'erreurs de la vie où des fois, je me dis, une erreur est peut-être juste mal placée. C'est pas le bon endroit, tu vois. Mm. Où je me suis dit, ah ok, là, c'est pas ma vidéo qui est merdique. C'est l'endroit où je l'ai publié, peut-être le moment et tout, qui fait que j'en ai fait un échec, alors qu'en se déplaçant, en allant ailleurs, ça devient un des plus gros succès, Ouais. tu vois. Ouais. Mais ça, c'est hyper récent, tu vois. Donc, Oui. j'essaie de l'ouvrir à d'autres trucs de ma vie où je me dis, ah, peut-être que des fois où je me suis senti nul, Ouais. peut-être que j'étais juste face aux mauvais interlocuteurs Oui, ou pas oui. dans la bonne Ouais, de situation et De tout. ouf. Des fois, faire un pas de côté Mhm. et tenter d'autres choses ailleurs, ça permet de Ouais. pas considérer les trucs comme un échec. Bon, bah alors, je me lance, mais du coup, moi, je suis en train encore d'apprendre de cette erreur parce que, bah, après, je sais pas encore si c'est une erreur. C'est ça le truc, c'est que je me suis un peu précipitée dans un truc où bah, j'habitais du coup en Indonésie pendant 4 ans et demi et ça faisait un moment que je me disais et qu'on se disait avec mon copain que c'était fini, que le chapitre, il fallait le fermer, qu'il fallait passer à autre chose. Et en fait, bah, je me suis dit qu'il fallait vite trouver un endroit où aller et que bah, je me suis pas autorisée un peu ce moment de flou parce que je crois que j'ai pas supporté de pas savoir où j'allais et j'ai pas supporté de me dire, enfin je me suis dit, Davy, il faut que tu sois une adulte, t'as 25 ans, t'es pas post-bac en mode année de césure, tu réfléchis, il faut vraiment que t'as pas de temps à perdre. Et du coup, je me suis mis une pression, je me suis dit, il faut absolument qu'on trouve un endroit. Je me suis dit, let's go, Paris, c'est l'endroit qu'il faut. Du coup, on s'est précipité, on a un peu, du coup, quand tu te précipites, tu fais les choses un peu mal.
tu t'oublies plein de détails qui sont très importants. Et du coup, là, je me retrouve dans un scénario un peu catastrophe. Enfin, pas catastrophe parce que j'ai un toit, j'ai à manger. Enfin, voilà, tout va bien. Mais un peu catastrophe où ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ouais. Il a dû repartir. Je me retrouve dans un appart qu'on a pris au départ à 2 qui coûte très cher. Et enfin, bref, plein de stress du coup qui se sont... Voilà. Et là, je me retrouve un peu dans une situation où je me dis, mais quelle erreur, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Genre, je regrette tous les choix du début de l'année, là. Je me suis dit, 2024, c'est mon année, let's go. Et au final, je regrette pratiquement toutes mes décisions. Mais je garde espoir et je me dis, il y a forcément une raison. Ouais. Là, je me dis, j'espère que le plot twist de la fin, il T'as va peut-être pas encore le recul pour savoir C'est ça. ce que t'as permis ces étapes-là. C'est ça. Et du coup, j'attends de voir. Donc, l'univers me déçoit pas, genre, s'il te plaît, fais bien le taf. Mais du coup, je me dis qu'il y a forcément une raison. Tu vois, peut-être une rencontre que je vais faire, ou une décision, un changement pro, ou j'en sais rien. Un truc qui va faire que, ok, ça devait se passer comme ça. Et c'est ce que j'essaie de me dire, parce que si je pense pas comme ça, du coup, je m'en veux. Et je me dis, j'ai perdu littéralement là une année de ma vie à faire n'importe quoi. Et ça m'aura servi à rien. Et j'aurais juste dépensé de l'argent. Et tous ces trucs et ces changements et ce stress pour ma famille, pour tous les gens qui m'entourent, qui sont là aussi pour m'épauler et m'écouter en boucle. Je sais pas où aller. Et où. Donc, ouais. Et j'espère que ça va m'apprendre, mais je me dis que forcément, il y a une raison, quoi. Forcément, il y a un truc derrière. Je vous dirai quoi bientôt ? Grave. Une petite citation sur l'erreur, peut-être ? C'est la réputation que je me suis forgée. Oh, j'ai une citation en plus, c'est pire. Let's go. Je sais. Bon, donc il y a... Et en plus, je vais traduire la citation, donc ça va être un peu approximatif. Mais c'est un truc qui a déjà dû être évoqué, je sais plus dans quelle émission, où la peur de souffrir quand tu t'engages en amour. C'est une très belle citation du film Call Me By Your Name, qui est plus tu te barricades à l'intérieur de toi pour ne pas ressentir des choses, plus tu vas grandir et devenir un adulte avec le cœur tout sec. Je vais un peu traduire là. Ce truc de, après plusieurs échecs amoureux ou des choses comme ça, de pas avoir voulu retenter encore une fois, qui est, j'imagine, une sorte de réflexe que tu peux avoir en disant j'ai souffert, je veux plus souffrir, donc j'y retourne pas. Ouais. Et c'est toujours oublier à quel point l'investissement peut être extrêmement rentable quand ça se passe bien et quand l'amour offre tout ce qu'il a de beau à offrir. Et donc, je pense que c'est pas dernièrement, mais c'est quand même le truc qui m'a le plus travaillé, ça a été de pas oublier que vivre, c'est risqué. Et vraiment, si tu t'enfermes dans ta zone de confort à tous les niveaux, physique, émotionnel, tu vas avoir une vie de moins en moins riche. Et donc, et même si ça fait peur, ça va faire mal, tu vas t'égratigner, machin, mais je regrette d'avoir laissé le souvenir de la douleur parler plus fort que la voix du risque, quoi. Ouais. C'est intéressant parce que ça fait écho à la toute première question de comment éviter les gens malveillants, les gens nous fassent du mal. Et c'est pareil, c'est se dire, en fait, tu peux pas l'éviter. Mais par contre, si tu veux totalement l'éviter, c'est sûr que tu vas éviter tout ce qui va t'arriver dans la vie. Ouais, du coup, oui. Bon, du coup, ça résonne aussi avec mon truc où je me dis, en fait, ce que j'ai appris, c'est que j'ai le droit. Enfin, là, je me dis, j'ai le droit de m'autoriser à faire des erreurs, à être dans le flou, et c'est pas la fin du monde, tu vois. Grave. Et ça va m'apprendre des trucs. Et puis, ce qui est une erreur à un instant T devient souvent un apprentissage ou une passerelle vers une autre étape avec du recul. Pourquoi s'investir dans une amitié si elle est vouée à finir ? Bah dis donc, alors, cette personne déprimée qui nous écrit. Très mauvais mood. Si elle est vouée déjà, comment tu sais qu'elle est vouée à finir ? Enfin, c'est un peu triste. J'ai un truc, mais qui va pas, ça va pas mettre un mood incroyable, hein, parce que j'ai perdu un de mes amis les plus proches qui a disparu vraiment, qui est mort dans la nuit, en fait, il est mort dans son sommeil, à 31 ans. 3 jours avant, on était ensemble, on a passé la journée ensemble, on parlait de nos projets, etc. C'est quelqu'un avec qui j'étais très proche, qui est d'ailleurs la personne qui a fait la musique de ce générique, le générique que vous voyez pratiquement toutes les semaines, qui était mon claviériste au Ben Never Show. Enfin, en fait, on a fait beaucoup de projets pro ensemble, et en même temps, c'est quelqu'un que je voyais toutes les semaines, on était vraiment très très proches. Et donc, on parle de projets, etc. Et 3 jours après, il meurt dans la nuit. Donc en plus, c'est très violent, hein, parce que c'est pas la suite logique des choses. Non. C'est hyper... Il n'y a pas une maladie, il n'y a pas un truc où tu t'y attends, tu peux te préparer psychologiquement et tout. Et puis il y a un truc de non-réponse, ou même encore aujourd'hui, là, on ne sait pas, tu vois. Voilà. On sait que c'est une mort naturelle, mais c'est tout. Et j'ai eu, dans ces moments un peu de deuil, j'ai eu ce moment de colère où je me suis dit, mais en fait... genre, à quoi ça sert de construire une amitié si de toute façon, en fait, ça se finit, tu vois. Là, je me suis dit, j'ai construit tout ça avec ce pote. Et ça servait à quoi ? Parce que de toute façon, il est plus là. Et on va même pas vieillir ensemble, on va pas avoir tous ces projets-là. Et
les semaines ont passé et je me suis rendu compte. Donc là, je parle d'un truc, c'est quand même, ça reste assez récent, c'était il y a 2 mois et demi, un truc comme ça, 3 mois. Et quand même, là, sur les 3 derniers mois, je me suis rendu compte à quel point il m'avait apporté plein de choses au quotidien. C'est-à-dire que je repense très souvent à lui et je vois tout ce qu'il m'a apporté ou auquel j'avais pas conscience. Donc il y a plein de moments dans ma vie où je pense à lui en me disant ah putain, trop marrant. Soit trop marrant ce qu'il aurait pensé là, soit je le vois réagir à des trucs. J'ai l'impression qu'il m'accompagne encore aujourd'hui. Et il y a même des discussions qu'on a eues où, tu vois, qui m'ont fait avancer dans la vie et où j'en garde une trace encore aujourd'hui. Donc voilà, qu'on ait des amitiés qui s'arrêtent. Et tu vois, je pense que j'ai même des amitiés que j'ai arrêtées de moi-même parce que je les estimais trop toxiques ou parce qu'on prenait des chemins tellement différents que c'était plus bon pour moi et tout. Mais je pense que si je me posais dessus, je me rendrais compte que même si ça s'est fini, ça m'a forcément apporté des choses. Ouais. On se construit forcément de tout ce qui nous anime. Et j'ai pas l'impression que la longévité d'une amitié ait un rapport avec la qualité ou ce que ça a pu t'apporter, quoi. J'ai même rencontré des gens le temps d'une soirée sur un banc, tu vois, un inconnu qui peut t'apporter et te marquer à vie, quoi. Alors que t'as pas essayé de construire un truc d'amitié, quoi. Non, ouais. Mais c'est compliqué, en effet, de se dire, mais parce que ça revient à tout. Moi, des fois, je me dis, pourquoi s'investir dans la vie, vu qu'on va mourir? Et en fait, de ce constat-là, ça, c'est la partie pessimiste. Ouais, Alors que la partie optimiste, c'est de se dire, on a investi dans la vie parce que tu vas mourir. Exactement, exactement. Une autre citation. On avait une chance sur des milliards d'être ici, d'avoir cette discussion, d'être la personne qui on est et tout. Donc, en fait, autant se dire, la chance qu'on a, c'est de pouvoir en faire un truc, quoi. Oui, non, clairement. Pour reprendre l'exemple du coup très triste et tragique de ton pote, évidemment, pourquoi s'investir dans une amitié? Parce que potentiellement elle va finir. Donc j'ai envie de dire, vas-y à fond. Ouais. Et surtout la question, j'ai l'impression qu'elle suggère un peu un biais que moi sur lequel j'ai essayé de travailler, qui était de pas voir les relations humaines sous le prisme de la rentabilité. Et donc de pas toujours réfléchir à me dire que m'apporte concrètement cette personne, parce que au bout d'un moment, si c'est tu vois, c'est une sorte de construction mentale qui est quasiment monétaire, enfin c'est de l'ordre de la transaction, et j'attends pas de mes amis qui m'apportent forcément des choses en permanence. Et donc j'imagine que surtout quand ça se construit dans la durée, c'est autre chose, c'est une sorte d'amour qui est pas un amour amoureux. Je sais que les Grecs font la différence, je connais pas les nuances, mais t'as autre chose. Tu construis juste une sorte de lien. Voilà, tu sais que quelqu'un d'autre sur Terre pense à toi parfois, et j'en sais rien, mais t'as un truc qui est au-delà de tu vois, le mot investir, il est vraiment il est presque vulgaire par rapport à ce que peut être la noblesse et la beauté d'une amitié quand elle est bien faite. Donc voilà, et en fait comme pour tout évidemment, on a très peu de temps finalement sur Terre, donc ne pas prendre la mort comme un frein, mais au contraire, j'imagine, contre le moteur d'absolument tout, parce que si t'es pas croyant sur tout, c'est vraiment c'est la fête, puis après plus rien, quoi. Donc, moi, j'ai eu de longues années où en fait, je me suis complètement fermée à l'amitié, et juste parce que j'avais eu, j'ai enchaîné plein de problèmes personnels où il fallait vraiment que je travaille sur moi et que je suive des thérapies et tout, et j'étais juste pas bien. Et en fait, j'avais juste l'impression de pas avoir assez d'eau dans mon verre pour en donner aux autres. Enfin, vraiment, là, c'était juste que j'avais l'impression de servir à rien et que j'étais tellement négative que du coup, j'ai impacté les autres négativement et que j'avais pas envie d'infliger ça aux autres. Et puis en plus, quand tu commences à t'éloigner comme ça des gens, pour revenir, ça devient de moins en moins naturel. Là, pour moi, ça commence à devenir de plus en plus naturel, mais pendant longtemps, c'était même plus naturel, tu vois, d'aller vers les gens et d'essayer de reconstruire des amitiés, même encore avec des amis d'enfance avec qui j'ai coupé contact comme ça, sans forcément expliquer. Là, c'est le premier été où je m'autorise à rencontrer autant de gens, à me mettre dans des situations où, du coup, je suis propice à rencontrer des gens. J'ai aussi longtemps fait tourner ma vie autour de ma productivité, parce que j'étais souvent toute seule, et du coup, j'étais là en mode matrixée par mon travail et par le fait que tout devait être productif, même quand j'avais des moments libres, il fallait que je me disais il faut forcément que les gens m'apportent quelque chose, il faut que quand on se voit ça soit utile un petit peu. Pas une perte de temps. Voilà, j'avais l'impression des fois de perdre du temps parce qu'on se posait juste et en fait on faisait rien, et je passais un bon moment, mais à la fin je me disais en fait j'ai perdu du temps, j'aurais pu faire autre chose de peut-être plus productif qui m'aurait apporté plus, parce que j'avais pas ce truc, peut-être un manque d'appréciation, ou alors j'ai un peu essayé de lâcher ce truc, et en fait je me rends compte à quel point c'est agréable de juste juste l'amour des autres, la simplicité, le l'oisiveté truc, aussi, des fois de faire des trucs gratos, juste ça, et puis de vivre et d'apprendre de tout ça. Et au final, il y a un moment où je me sentais vraiment vide parce que je vivais plus de trucs avec des gens, et là je me rends compte qu'en fait c'est génial de juste être avec quelqu'un sur un canapé et de bouffer des chips et de regarder des mèmes drôles et
et que j'en ai vraiment besoin. Genre maintenant, c'est vraiment un besoin. Alors que tu vois, c'est peut-être des amitiés. Enfin là, j'ai des amitiés toutes fraîches parce que j'ai des amis d'enfance que maintenant je vois pratiquement plus. Et donc je me dis, ça se trouve là, c'est des amis qui comptent beaucoup pour un an, mais ça se trouve dans 10 ans, on fera plus partie la vie. Enfin tu sais, il y a des trucs qui se passent dans la vie, des déménagements, des trucs. Donc je me dis, ça se trouve, je les reverrai pas, mais. Mais ils t'auront aidé dans une période de ta vie. Puis dans le moment maintenant, là, j'ai pas envie de me bloquer, juste de me dire parce que potentiellement on se reverra plus dans 10 ans. J'ai pas envie de me bloquer de vivre ces moments juste parce que peut-être, tu vois. C'est des moments qui font du bien, quoi. Est-ce que Louis, tu vas tirer la dernière? Oh my god. Comment mesurez-vous si vous avez réussi votre vie? Mais c'est dur depuis le début, c'est des trucs durs. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Parce qu'en fait, on passe notre vie à parler de réussir ou rater sa vie. Ouais. Et je trouve qu'il y a un peu des modèles dominants de la réussite, où je trouve que c'est beaucoup être libre et riche. Ce qui veut dire des trucs et pas dire des trucs. Ouais. J'ai l'impression que célèbre l'a été pendant un moment. C'est un peu moins sexy d'être célèbre maintenant. Je vais dire des trucs, mais je vais réfléchir en parlant, donc il est possible que je me contredise et que je sois pas d'accord. Mais en effet, j'ai l'impression que la grille de critères, la grille d'évaluation d'une vie réussie, comme tu dis, c'est des... Donc tu mets des choses dans ta grille, la célébrité, l'argent, la liberté, ou de manière plus triviale, une maison, un jardin, un enfant, un travail, une voiture, un labrador. Enfin, tu peux avoir un espèce de truc comme ça. C'est super pour plein de gens, ils sont très épanouis dans ça. Je pense que l'important, c'est de toujours interroger d'où ça vient. C'est-à-dire que suivre un mode d'emploi et cocher toutes les cases en espérant avoir une bonne note donnée par le dieu de la vie, c'est quand même toujours sujet à réflexion, à mon avis. Je m'interroge quand je vois des gens faire des trucs et ils savent pas bien pourquoi ils les font. Parce qu'on leur a grosso modo dit que c'était comme ça. Quand je dis on, c'est soit la société, mais société, ça veut dire leur famille ou leur environnement socio-culturel ou des œuvres d'art. Grosso modo, j'ai l'impression que c'est les trois grands piliers. Donc, toujours bien savoir d'où ça vient et est-ce que c'est vraiment l'état naturel des choses. J'ai vu passer une image sur Instagram, ça m'a fait rire, c'était genre, à quoi bon avoir une maison avec jardin, normaliser le fait d'acheter un château avec 15 potes et de vivre avec des chiens. Et donc je me suis dit, ok, c'est vrai, c'est juste proposer un autre modèle. Et en le représentant, et c'est sans doute à ça que, en cela que les scénaristes et les personnes qui font, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, mais les personnes qui créent de la représentation, que ce soit dans les livres ou dans les fictions audiovisuelles, ont une responsabilité de qu'est-ce qu'on montre. Parce que tu peux le montrer... ça peut faire partie d'un décor et c'est pas ça le cœur de ton histoire, mais des enfants vont le voir, des jeunes ados, des jeunes adultes, et tu crées des modèles, des façons de faire, et je cite Lana Del Rey, bien sûr, Life imitates art, la vie imite l'art, qui est une façon de dire que les gens se calquent sur des modèles qu'ils ont vus. Et si t'as vu un film avec une héroïne qui est trop stylée, tu vas dire mais je vais faire pareil. Comment mesurez-vous si vous avez réussi votre vie? Déjà, vérifiez que la grille d'évaluation a été créé par vos soins. Et j'imagine que c'est vraiment quand tu es en adéquation avec tes envies profondes et intimes et personnelles, et je pense que les trois mots sont différents, que tu vas avoir une sorte d'harmonie un peu cosmique. Quoi. Du coup, ça implique aussi d'arriver à se détacher totalement du regard des autres. Parce que si réussir ta vie, c'est être locataire d'un tout petit appartement avec très peu de meubles et te dire, putain, au moins là, je suis très heureux. Socialement parlant, on peut se dire lui il doit pas être heureux, il a pas réussi sa vie parce qu'il a pas eu ce truc là, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut quand même arriver à te dire ma liste elle est personnelle et il y a que moi à l'intérieur de moi-même qui sait comment, parce que pour moi réussir sa vie ça veut dire avoir être plus heureux que malheureux, parce que je pense que le bonheur global et constant, il n'existe pas. Et d'ailleurs, on n'aurait pas conscience du bonheur s'il n'y avait pas des moments de malheur. Mais ça veut dire quand même te dire, j'arrive à me détacher du fait que si c'est pas ce que les gens estiment être des trucs bien, et ben je m'en fous du regard des autres, quoi. Ça c'est dur. Qui est un effort à fournir. Je dis pas, c'est un boulot. Mais j'avais rencontré un gars qui, chez lui, c'était chez lui. Donc les lobbies des tapis berbères et des canapés à pied compas n'avaient pas voix au chapitre. Et en fait, chez lui, dans son salon, il y avait un lit à baldaquin en bois massif et pas de plateau, pas de table. Il suspendait les verres de vin qu'il buvait avec des fils barbelés accrochés à l'armature en bois. Genre, le fil faisait comme ça et en fait, il posait son verre et t'avais le verre comme ça qui sautait. C'était un peu classe ou ça faisait squat un peu? Mais non, c'était classe, c'était propre et tout. C'était très flippant. C'était normalement, c'est un peu Tim Burton. Il aimait bien le truc avec des cabinets de curiosité, des objets un peu effrayants. Mais juste, il disait, mais moi, j'adore. Et comme c'est chez moi et que je bite seul, je vais pas me faire chier avec une déco Ikea moche. Et
Au début, ça fait peur, et au fond, tu te dis, Je mais comprends. je pense que moi aussi, j'ai dû Ouais. pas tout à fait mettre ce que je veux dans mon salon, ou j'en sais rien. Ouais. Et c'était juste symptomatique de quelqu'un qui vivait libre. Ouais. Mais en effet, t'es obligé d'accepter que ta liberté, elle se fait au prix du regard des autres, parfois. Ouais. Et à la fois, ça fait un écrémage. Mais c'est vrai que c'est parce que t'as ces deux sortes de notions de succès où t'as le succès de ce que les gens voient de l'extérieur. Est-ce qu'ils considèrent que t'as du succès? Puis toi, vraiment, moi je sais que les moments où j'étais le plus triste, c'est quand justement j'étais obsédée par cette idée d'absolument avoir du succès dans ce que je fais. Et surtout, on fait tous des tafs où c'est assez artistique, où c'est vachement nous au centre du truc, tu vois. Et le pire, c'est que c'est très volatile. Nous, dans nos travails, ça fait vraiment comme ça. Et il y a des moments où je considère que j'avais grave de succès, où c'était génial et j'avais tout ce truc de validation extérieure et mes trucs marchent bien et les gens m'apprécient et les gens commentent et les gens échangent. Et puis ensuite, ça se calme. Et là, c'est la panique à bord. Et t'as l'impression que c'est la catastrophe et que t'auras plus jamais de succès. Et toute cette remise en question était super triste. Et du coup, t'apprécies plus. Tu deviens pas du tout reconnaissant de toutes les petites choses au final qui sont les plus importantes de ton quotidien. Quand t'es matrixé par ça, du coup, t'apprécies plus, tu vois, les trucs bêtes. Mais voilà, le fait que ta mère t'appelle tous les matins, le fait que tu gagnes quand même de l'argent et que tu peux te permettre de vivre dans un endroit qui te plaît, de manger. Je pense que j'ai quand même ce truc au fond où j'ai ce rêve et je me dis que je serai la plus heureuse quand je l'aurai atteint. Mais je sais très bien que le jour où je l'aurai atteint, il y aura un autre truc et que c'est interminable. Et du coup, j'essaie de me dire que finalement, mon succès à moi, c'est les petits moments de bonheur que tu mentionnais la dernière fois, tu vois, les trucs qui font qu'au quotidien, je kiffe ce que je fais, tu vois. Mais c'est... Et puis, autant des réseaux sociaux, je trouve qu'il y a un vrai truc de ta réussite et combien t'as d'abonnés. À l'époque même où je trouve qu'à l'arrivée de Facebook, il y avait un truc de t'as combien d'amis, et on se dit attends, lui il a 2000 amis. En fait socialement il a trop réussi et tout, alors qu'aujourd'hui tu te doutes, ça n'a aucun sens d'avoir 2000 amis. Mais aujourd'hui il y a encore un truc, tu vois, de nous dans nos métiers, un mini truc de valeur de ok, il est suivi par tant de personnes, donc ça doit être vraiment très qualitatif ce qu'il fait, alors qu'en fait ça n'a pas forcément de rapport. Et aussi, et ça je me mets à la place de tous mes potes, parce qu'on a souvent des discussions là-dessus, qui font des métiers qui sont jamais mis en avant. Et peut-être que si on mettait plus en valeur certains métiers, peut-être qu'on manquerait moins de médecins, de généralistes, parce qu'on les mettrait plus en avant. Et que du coup, ça crée, tu parlais des œuvres d'art tout à l'heure, tu vois, de vocation. Tu vois une meuf hyper stylée, tu dis c'est cette vie-là que j'ai envie d'avoir. Peut-être qu'on manque encore plus aujourd'hui d'œuvres cinématographiques de gens du quotidien, tu vois, qui sont assez peu mis en avant, voire qui, moi, à l'époque, il y avait certains métiers, tu vois, les métiers où il fallait plutôt partir faire un CAP. J'ai des potes qui bataillaient parce qu'ils rêvaient de devenir maçon ou qui rêvaient de devenir cuistot, et on leur disait, mais t'as des trop bonnes notes. Ils disaient, mais en fait, je m'en fous. Si j'ai trop bonnes notes, ça veut dire trop bien, ça veut dire que j'ai les possibilités de faire ce que je veux. Et il y avait encore ce truc de saut métier, tu vois, de se dire... il y a des trucs hiérarchisés. J'ai l'impression que les métiers de cuisinier et tout, il y a pas mal d'émissions qui ont quand même bien valorisé la bouffe, le métier un peu d'excellence, etc. Mercotte. Évidemment. Mercotte, ça fait du bien. Écoute. Mais je crois qu'on peut encore plus mettre en avant tous ces gens-là. Et j'ai l'impression que s'il y a un avantage à TikTok aujourd'hui, c'est le fait que, et qu'il y a le pendant négatif aussi, c'est que ça peut mettre en avant un peu tout le monde. Donc moi, j'ai l'impression de découvrir plus de typologies de gens grâce à TikTok. Oui, grave. Le côté négatif, c'est que tu as aussi de l'importance qui est donnée à des gens qui racontent n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'on peut créer des schémas de réussite différents pour que tout le monde n'ait pas envie de devenir soit youtubeur, soit footballeur, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Parce que tu te compares généralement qu'aux gens que tu vois en ligne, quoi. La vie est courte. Ne perdez pas du temps à en vivre une qui n'est pas la vôtre. Oh, cette phrase de conclusion. Elle est incroyable. C'est pour moi. Merci beaucoup. C'était incroyable. Ben, merci beaucoup. C'est potentiellement la dernière vidéo qu'on fait ensemble, sauf si vous avez envie de revoir Louis et Davy. Mais on aura fait une série de 5 émissions quand même tous ensemble. C'était trop bien. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment trop bien. Franchement, c'était une très très bonne team. Je nous trouve très complémentaires. Oui. En tout cas, nous, on se retrouve. Moi, je suis encore là. La chaîne s'appelle Ben Never. Si vous aimez pas, il faut regarder une autre chaîne parce que moi, je suis le dénominateur commun de tout ça. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. J'ai fait ça. T'as raison, c'est mon affiche de spectacle en plus. Ah oui. Festif.